Alors, comme Hervé l'a dit tantôt, le premier gros mouvement, les MOOC étaient en première page du Time en 2007. Time Magazine, première page, voilà. Alors, les MOOC, ça veut dire quoi? Massif, online, open source. Alors pourquoi massif? Parce qu'en effet, c'est des cours qui sont potentiellement suivables par des centaines de milliers de personnes. Alors, donc ça, c'est des très très grands groupes. Alors je vous rassure, moi qui ai produit des MOOC, les MOOC francophones, si vous avez 2000 inscrits, vous êtes bien. Enfin, nous, on en a fait à 20 000 inscrits. Mais c'est un MOOC sur la littérature jeunesse, qui est une matière en Belgique que les profs du secondaire doivent maîtriser, mais qui n'est pas enseignée à l'université, sauf à Liège. Donc du coup, quand on a fait ce MOOC, beaucoup de profs du secondaire en place sont inscrits pour un peu compléter. Donc c'est un des usages des MOOC, c'est de se dire, ok, dans les cursus de formation, il y a des spécificités qui font partie d'une autre école pédagogique et pas d'une autre. Et peut-être quelqu'un qui est passé par une autre école pédagogique, en Vaud par exemple, n'a pas eu un module que vous donnez ici, et transformer ce module en MOOC peut lui permettre de compléter sa formation continue avec ça. Donc la notion de massive, elle est intervenue. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez un cours d'introduction à l'intelligence artificielle donné par l'expert numéro 1 de Stanford dans le domaine, lui avait 100 000 inscrits. Bon, mais petite échelle, je pense que encore qu'on avait ces 19 000 chez moi. Et on avait une moyenne de 8 000 inscrits en gros. Alors on va dire, gros défaut de la massivité, en effet, gros taux d'abandon. Un MOOC, ça se termine à 3-5%. Maintenant, les taux d'abandon des MOOC, c'est pas trop grave, parce qu'en fait, moi, 3% de 10 000, je prends, quoi. Former 300 personnes, c'est bien. Et puis, c'est quoi finir un MOOC? Et qui a déjà été suivre un MOOC ici? Ok. Dans quel domaine? Les maths? Communication. Communication. Ok. Et votre expérience, c'était quoi? Mon expérience. Oui. Vous avez ressenti quoi en suivant ces MOOC? Des choses que vous aimiez bien, des choses moins bien? L'alternance de vidéos plus technique, plus divertissante. Bon, je l'ai surtout suivi avec l'idée de construire mon propre MOOC. Donc je regardais plus que pour contenu sur la manière dont il était fait. D'accord. Ok. Et vous? C'était un peu dans la même idée, c'était voir un petit peu ce qui se faisait pour aborder certaines matières. Vous enseignez avec quelle matière? Là, c'est en informatique. D'accord. Ah oui, c'est... C'était un MOOC de programmation qui était bien. Ok. Qui avait encore suivi nous? Hervé? Ouais, non. Je pense que je fais partie des premiers qui ont abandonné aussi. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'était plus pour voir à quoi ça ressemblait. Et ça m'a quand même bien intéressé comme produit, je trouve très dynamique, avec des vidéos qui étaient particulièrement bien faites. Chez certaines personnes, moins bien chez d'autres. Donc ça dépend aussi beaucoup de l'université dans laquelle on va suivre le MOOC, je trouve. En l'occurrence, Coursera et puis à Genève, c'était bien fait. Fun MOOC, c'était pas aussi... T'as pas vu les nôtres? J'ai pas vu les tiens, non. Mais j'ai trouvé Fun MOOC pas génial. Mais c'était les enseignants qui n'étaient pas de bons communicants. Ouais, c'est vrai. D'autres personnes qui suivent des MOOC dans quel domaine? Bon. C'est pas proprement parler un MOOC, mais c'était une formation effectivement en vidéo, mais qui était sur un DVD. C'était pour apprendre des logiciels, des nouveaux logiciels. Je trouvais ça génial et j'ai commencé et j'ai fini tous. C'est bon. Non, parce que je suis quelqu'un de très visuel et c'est vrai que pouvoir apprendre en regardant, moi je sais que l'apprentissage il est beaucoup plus efficace chez moi. J'ai beaucoup apprécié. Mais je pense que ça dépend effectivement, la matière est déjà très visuelle, donc c'est propice. Je pense qu'il y a d'autres matières, dans l'informatique, ce que ça donne, probablement. Il y a beaucoup de l'informatique, mais voilà. Non, moi je sais pas. Les MOOC, ce qui est bien, enfin, le codage, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tantôt on parlait de Khan Academy. Moi, ma fille de 11 ans, elle a appris à coder sur Khan Academy, parce qu'en fait, il y a des modules de codage qui commencent par du pre-coding par brique, un peu genre Lego, et puis qui évoluent, CSS, et puis qui arrivent à du Python à la base. Et donc, il y a des modules très bien faits sur des structures comme Khan Academy, qui permettent à des enfants aussi de développer l'esprit computationnel, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui se prend très jeune, si on veut que ça marche. En gros, j'avais vu une étude, mais je n'ai plus la référence exacte, mais je pense que potentiellement, le potentiel cognitif d'apprendre le code Python à 12 ans, on l'a à 60%, à 20, on l'a plus qu'à 20 ou 30. Donc, enfin,
on perd en dissonance cognitive plus on rentre dans le système scolaire. Et le Python est typiquement quelque chose pour lequel il faut beaucoup de dissonance cognitive. Et donc si vous l'avez très jeune, ben, vous avez beaucoup plus de potentiel de comprendre que plus âgé. J'ai jamais fini un MOOC, moi. Parce que c'est quoi finir un MOOC? C'est pas aller au bout pour moi. Moi, quand je rentre dans un MOOC, il y a 6-7 chapitres. Il y en a qui m'intéressent, d'autres qui ne m'intéressent pas. Donc moi, je me sers des MOOC comme d'un plateau repas. Parfois, je n'aime pas le dessert, je le laisse de côté. Parfois, je prends 2 desserts, je regarde 2 fois un module. Mais c'est ça, en fait, qui m'embête par rapport au calcul de taux de complétion des MOOC. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on mesure, c'est quoi? Parce qu'en fait, moi, je demande aux gens avant le MOOC, tu es rentré pour faire quoi? S'il a fait ce qu'il avait voulu faire, et ce qu'il voulait faire, c'était 2 chapitres sur 5, pour moi, il a fini son MOOC. C'était juste ça qui était important. La dimension open, en fait, la dimension open, elle est traduite, mais il faut la voir sur plusieurs angles. Open parce que c'est gratuit. Ça, le modèle de la gratuité change beaucoup actuellement. Open parce que c'est côté open britannique, open education, ça veut dire pas de prérequis. Pas de prérequis pour s'inscrire au MOOC. Quand vous inscrivez à l'Open University anglaise, vous pouvez faire une licence universitaire sans avoir de bachelier, enfin de bac. C'est possible de le faire. Le principe de l'Open Education, c'est ça. On ne bloque pas les gens qui ont des prérequis, on leur offre la possibilité de le faire. Le modèle gratuit disparaît parce que faire un MOOC, ça coûte entre 45 et 70 000 euros. C'est un coût. Nous, on avait réduit les coûts à 25. Maintenant, 25 000, quand vous avez 20 000 étudiants inscrits, ben, ça fait une pub à 1,50 € la tête de pipe. C'est moins cher qu'un timbre-poste pour une brochure de l'université. C'était mon argument quand j'ai demandé 1,5 million de financement. Ça a marché. Parce qu'on me reprochait à l'université que votre projet coûte cher. Je vais écouter, il nous coûte 1,7 € l'étudiant. Universitaire inscrit. Si on va au-delà, ça nous coûte encore moins. Donc quand vous mettez une brochure que vous imprimez, qui arrive dans une boîte aux lettres d'étudiants pour la promotion de l'Uni et les 3 quarts vont à la poubelle, ça vous coûte 3 €. Donc posez-vous la question d'élargir un petit peu. Quand vous envoyez 6 personnes à un salon siècle d'orientation professionnelle, ils vont voir 200 personnes sur un stand pendant 4 jours, ça vous a coûté 5 équivalents temps plein pendant 5 jours. Donc voilà, il faut penser à tous ces éléments-là. Quand on est chef de projet dans le numérique, on apprend aussi à être un économiste et à penser à des choses. Online, pourquoi? Parce que ça se passe en ligne, effectivement. Mais le MOOC se passe totalement en ligne, mais les usages du MOOC qui sont hybrides. On le verra tantôt. Je me rappelle avoir croisé un prof, parce que je donnais beaucoup de formations. Oui, je voulais dire, c'est qu'en fait, là d'où je viens à Liège, la formation pédagogique des profs du NIF est obligatoire. Donc à Liège, quand vous entrez à l'université comme nouvel enseignant, nouvel assistant, vous devez faire 10 crédits pédagogiques dans les 2 premières années de vos mandats. Si vous ne les faites pas, vous n'êtes pas renouvelé. Du coup, on donne beaucoup de formations aux profs qui viennent, du coup. Et donc, on a beaucoup discuté avec des profs de tous horizons et c'était assez intéressant. Et il y a un prof qui venait d'être nommé pour donner le cours d'intelligence artificielle chez les mathématiciens. Et il a dit, je ne vais pas refaire tout mon bodycode tout seul, je ne vais pas recommencer à refaire un bouquin moi-même. Et donc lui, il a dit, ok, il a inscrit des étudiants à ce fameux MOOC de Stanford sur l'introduction à l'intelligence artificielle. Et il disait à ses étudiants, voilà, on a cours le mardi. Je ne donne pas 2 heures de cours, je donne 1 heure. Mais l'heure précédente, vous allez passer en ligne et on va suivre le module ensemble. Et quand on se voit en présentiel, on fait de l'application, on fait de la discussion. Parce que je ne vais pas inventer un contenu alors qu'il est déjà fait. Et donc il a utilisé ce MOOC comme une espèce d'ouvrage, comme c'était classique de le faire dans pas mal d'universités de haute école, en disant aux étudiants, je donne cours d'introduction à la biologie, mon support d'apprentissage est le bouquin de monsieur Untel, édité à telle édition, et c'est sur ce bouquin que je travaille. Le MOOC, c'est un bouquin aussi, c'est une espèce de bouquin numérique. Donc cet usage-là, dans le online, il peut aussi être transféré en hybride. Et puis, le C comme COROS, parce que c'est structuré comme un cours, avec des objectifs définis, la ressource matière, des activités, des lieux d'échange. Donc ces structurations pédagogiques en cours amènent le C. Alors, est-ce que vous avez une idée des chiffres derrière le MOOC? Il y a combien de MOOC, à votre avis, plus ou moins, maintenant, disponibles? Ouais. Qui dit mieux? Fin 2018, Class Central, si vous voulez un lieu pour vraiment vous tenir. J'aime bien souvent dire aux gens, si tu veux tenir au courant de l'actualité de tel sujet, voilà un site, pas bombarder les gens par l'information.
Class Central, c'est vraiment la référence sur l'actualité des MOOC. Donc, les MOOC en 2018, c'était 101 millions d'étudiants, plus de 900 universités et 11 400 cours disponibles. C'est pas mal, hein? Alors, la question qui se posait quand les MOOC sont sortis en 2007, en 2013, on a quelques chercheurs français comme c'est la mode qui commencent à détruire ce qu'ils ont fait. Donc on a trouvé pas mal dans la littérature française des gens qui vantaient les MOOC en 2013, qui ont commencé à écrire en 2015, que ça faisait plouf les MOOC. Il y avait un titre dans Le Monde, je pense que les MOOC font plouf. Et non, les MOOC font pas plouf, simplement les MOOC font plouf dans les universités qui n'ont pas mis de stratégie derrière. Donc toute innovation pédagogique qui n'est pas appuyée par une stratégie institutionnelle, elle fera plouf. Donc c'est pas les MOOC, c'est la stratégie d'institution. Un bon MOOC, il n'est pas bon parce que c'est un MOOC. Il est bon parce qu'il est bien pensé pédagogiquement. Et donc, en fait, quand on parle de numérisation d'enseignement, de robotisation, je pense qu'il y a que les mauvais profs qui doivent s'inquiéter, parce qu'en fait, s'il n'y a pas une ingénierie pédagogique cohérente derrière le numérique, il n'y a pas de plus-value. La question qu'on me pose depuis, ça fait 20 ans que je vois dans le domaine ici, donne-moi des exemples que le numérique améliore l'apprentissage, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, la mesure qui est faite sur l'impact sur l'apprentissage, elle ne vient pas de l'introduction du numérique, elle vient par la rénovation pédagogique qui était supportée par le numérique. Je vous donne un exemple simple. Cours de physique, Bac 1 médecine, à Liège, 900 étudiants, taux de réussite 17%. C'était le cours qui... Puis grâce à nous, c'était du chimie maintenant. L'assistant avec qui je bosse me dit déjà j'ai un problème, parce qu'en fait, moi 17% ne me convient pas. Et puis il voit qu'il y a une forme de mercantilisation parce qu'il y a un vieux prof de physique retraité qui vend ses services, qui garantit la réussite, et qui prend beaucoup d'argent. Donc écoute, on va faire un truc tout bête avec le numérique, parce qu'en fait le numérique, on verra tantôt, mais on peut l'intégrer à plusieurs strates d'importance. J'écoute, ça fait combien de temps que tu fais examen de physique ben écoute, moi je suis là depuis 10 ans, ben j'ai 30 examens QCM de physique là dans mon ordi. Et c'est jamais les mêmes. Je dis, ben non, je change mes questions chaque année, je suis obligé. Je dis, écoute, de toute façon, ces étudiants, ils ont ces examens, ils les gardent. Pourquoi tu ne les numérises pas? Tu vas te retrouver avec une banque de questions, avec 600 questions. Tu vas catégoriser tes questions et tu vas travailler le feedback. Et tu vas créer un modèle d'entraînement. Puisque l'examen de physique, c'est un QCM. Si on veut que nos étudiants comprennent les concepts, il ne faut pas avoir peur d'aborder une démarche QCM. Donc on est parti de sa base de 600 questions, on a travaillé les feedbacks, chacune des réponses, pour donner vraiment en formation continue un simulateur d'examen aux étudiants avec du feedback qui renforçait l'apprentissage. On crée le simulateur, 7 catégories de niveau de questions, validées par 3 experts assistants, donc belle démarche. On a même fait un CAPA de FLES, ce qui est assez risqué, parce que tout le monde fait... CAPA de Cohen, c'est en gros, ça calcule quand 2 personnes codent quelque chose, on va dire le taux de fiabilité du codage en fonction du choix des deux et la possibilité qu'un des deux ait fait ça par hasard en gros. Donc un CAPA de Cohen, c'est ce qui, en recherche, en éducation, vous permet de valider quand vous faites coder des choses à des gens, du texte. Quand il y a plus de 2 codeurs, CAPA de Cohen n'est pas bon, c'est le CAPA de FLES. Mais pour avoir un bon indicateur de CAPA de FLES, il faut du 0,3. Et avoir 0,3, c'est quasiment impossible. Donc nous, on a validé la catégorisation des questions d'examen avec ce type de CAPA. On était à 31. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un système solide. L'étudiant ici rentrait dans l'interface, il disait voilà, je vais faire un examen de physique, je vais voir l'optique, la mécanique et la thermodynamique, et je veux des questions de niveau 1 et 3. Paf, la moulinette se mettait, il sortait un examen en ligne, 30 questions, 30 minutes, paf, il avait ses résultats, ses feedbacks. Quoi d'autre? L'année se passe, on regarde le taux de fréquentation du simulateur, parce que le taux d'échec, il n'a pas diminué. 17%. Et voilà, 17% de fréquentation du simulateur. Et généralement, la corrélation des gens qui ont fréquenté le simulateur et la réussite, elle est très haute, elle est 88%. Donc la question qui est là, c'est comment faire pour motiver mes étudiants à l'utiliser, parce que je sais que ceux qui l'utilisent ont plus de chances de réussir. Donc vient la gamification. Vous connaissez la gamification? Non. La gamification, alors moi j'ai écrit un article là-dessus, je pourrais vous montrer les références.
les Québécois m'ont demandé de transformer le mot, ils m'ont dit tu dois écrire ludification. La ludification, c'est l'utilisation de levier du jeu pour la motivation des étudiants. Parce qu'en fait, on a un esprit joueur. Donc, tout ce qui est la quête, tout ce qui est le classement, le ranking, tout ce qui est la compétition, c'est des petits leviers qui peuvent nous servir pour pouvoir justement motiver les gens à faire quelque chose. Et donc, de guerre lasse avec mon ami Pierre Xavier, tellement dépité un mois de juillet, il n'a même pas fini ses frites. Il dit qu'est-ce qu'on va faire de ton simulateur? Et j'écoute, on va essayer de gamifier. J'ai dit en fait, on va donner des badges aux gens qui réussissent les examens du simulateur. Je me dis ok, sur les plateformes ça se fait facilement. Donc pour chacune des matières, optique, il y avait quoi, mécanique, imagerie médicale, thermodynamique, et puis une cinquième qui me sort de la tête, mécanique des fluides. On va créer 3 médailles. La médaille d'or, si tu as passé un examen de 90 minutes, avec au moins la moitié de questions de rang 5. La médaille d'argent, c'est 60 minutes, avec, je pense qu'il fallait plus de 50% de questions de rang 3. La médaille de bronze, examen 30 minutes, avec X questions de plus de rang 2. Et les gens avaient une deadline, donc tu devais passer une médaille. Pour l'optique, le cours se terminait, je sais pas, mi-octobre, et il avait jusqu'au 1er novembre pour passer une médaille. C'est obligatoire. Chaque fois on avance comme ça. Le principe, c'est qu'en fait, à la fin du semestre, l'enseignante faisait une question-réponse, préparation examen, simulation. Et on s'est dit, ok, on a joué le badge, on a joué la gamification. Qu'est-ce qu'on va donner comme récompense aux gens qui vont au bout? Et on a dit, ok, les gens qui auront 4 médailles d'or sur 5 peuvent avoir une séance particulière en plus avec l'enseignante de questions-réponses que les autres. C'est hors horaire. Et la prof estimait qu'elle avait beaucoup investi de son temps pour faire le système, et donc elle récompensait ceux qui avaient participé. Et ça vient parce que c'est-à-dire mon fils est en première année de médecine, donc j'ai eu un cobaye à la maison. Et on s'est rendu compte que, enfin, moi, mon collègue physicien n'y croyait pas. Première année, taux de fréquentation du simulateur, il est passé de 17 à 82%. Et taux de réussite de 17 à 37%. Qu'est-ce qui a eu un impact sur la réussite? Ce n'est pas le numérique. C'est le fait d'avoir trouvé un levier de gamification pour utiliser de l'entraînement par le quiz. L'entraînement par le quiz, Rudiger 2013, vous montre qu'il n'y a rien de mauvais avec ça et qu'on peut vraiment entraîner des compétences complexes en entraînant systématiquement des gens avec des quiz. On a appliqué ce principe-là, le principe de gamification. Et donc cette innovation numérique qu'on a mis en place, elle a amené un résultat. Mais quand on gratte derrière, c'est plutôt le scénario pédagogique qui fait que, parce que le numérique tout seul n'est rien. Une voiture sans chauffeur, ben voilà, elle a beau être intelligente. Voilà. Vous avez Excel sur votre ordinateur, moi j'ai Excel, j'utilise à peine 2% des possibilités. Donc c'est important de dire ça pour dire justement que on peut critiquer les MOOC, on peut dire ça fait plouf, moi je trouve pas que ça fait plouf. Et quand on voit que le graphique ici ne cesse d'année en année d'augmenter. L'évolution des MOOC est encore en pente très raide. Il n'y a pas de plateau encore. Donc si on en fait, c'est que ça marche. Alors on en fait pour qu'en effet, ça fait la pub de son uni. On en fait pour développer ses profs, nous c'est ce qu'on faisait, il y avait 90 profs qui ont fait des MOOC avec nous. On en fait pour instiller une dynamique innovante dans les universités et les hautes écoles. Et voilà. Quand on veut voir un peu les sujets couverts, voilà où on en est. C'est assez équilibré, je trouve. On trouve beaucoup en business, management et technologie. C'est presque la moitié, on va dire, c'est 40% de tout. Mais en fait, vous trouverez des MOOC dans tout. Et quand on veut savoir où trouver les MOOC, généralement, les MOOC sont distribués par des plateformes. Les principales étant Coursera, EDX, pour les francophones c'est Fun, pour les britanniques c'est FutureLearn. Ce que vous avez constaté pour les hispanophones c'est Myriada, et maintenant il y a la plateforme chinoise qui intervient, qui évidemment draine les gens. En Chine, les universités maintenant ont mis en place des principes assez amusants, mais interpellants. Vous travaillez dans l'éducation des enseignants primaires ici aussi.
J'ai vu un reportage de la Fondation Newton qui m'a effrayé il y a 6 mois, et puis qui m'a questionné, pour finir, mon effrayement il a un peu diminué. C'était un projet au Kenya, dans des zones où il n'y avait absolument aucune école, et vient cet Institut Newton qui finance des choses. C'est assez effrayant ce que je vais vous dire, donc accrochez-vous. Newton crée des écoles, dans des villages et des zones reculées. Et il faut jamais quelque chose de visuel. Newton recrute des gens, parce qu'il n'y a pas d'enseignants au Kenya, pas suffisamment. Il crée des bâtiments et il recrute des profs. Mais ces profs ne sont pas des profs, ils n'ont pas de connaissances pédagogiques. Ils ont simplement une bonne connaissance de la langue, on va dire, suffisante pour l'enseigner. Et en fait, Newton, ils offrent aux profs une tablette. Il a tout dans la tablette, tout est scripté, toutes les heures, tous les cours, tous les jours. Et donc, on voit le témoignage de gens qui étaient taxi drivers, qui étaient réceptionnistes dans un hôtel, qui ont accepté de devenir profs. Donc, ils arrivent le matin. Aujourd'hui, on est le lundi 3 juin. Ma première période avec ma classe de 4P, c'est les mathématiques. Ok, clac, je clique. Tu vas dire bonjour aux élèves, bonjour les élèves. Oh putain, le mot est là, oui. Voilà. On comprend ce caméra. Et donc, il y a des gens comme ça qui suivent le script à la ligne et qui écrivent ce qui doit être écrit, etc. Et le taux d'alphabétisation, il marche quand même. Donc ça fait 5 ans qu'ils ont mis ça en place. Et il y a plus d'enfants scolarisés dans les régions pauvres. Il y a un niveau d'alphabétisation qui a augmenté. Et je dis, ben ouais, finalement, c'est pas une panacée, mais comme la structuration de leur cahier de travail est pas mal faite et qu'il n'y a rien d'autre, ben, ça peut jouer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en Asie, enfin moi je connais plutôt le Vietnam, mais en Asie, au Vietnam, pour une place à l'université, il y a 1000 demandes. Et en Chine, on est plus ou moins sur les mêmes taux. En Asie, rentrer à l'université, c'est concours mandarinal, c'est culturellement très important. Donc on a des enfants qui sont drillés, enfin moi j'ai des neveux qui sont drillés depuis qu'ils ont 5 ans à prendre des cours particuliers pour réussir 7 examens de leur vie. Comme c'est qu'après, ils ne font plus rien à l'université parce que les profs sont mauvais. Ils passent leur temps à devenir très bons. À 18 ans, ils passent des concours très complexes et puis ils ne font plus rien. Mais alors, ce qui se passe, c'est dans le marché là, il y a des universités privées qui se créent un peu à gauche à droite, qui prennent ceux qui ne sont pas rentrés ailleurs. Ils sont capables de payer 15-20 000 euros par an, par année, parce qu'il y a de l'argent. Et en Chine, ils ont décidé de contrecarrer ça en disant ok, on va créer dans des régions d'universités publiques, mais là, on n'a pas le potentiel académique suffisant. On va prendre des gens qui ont des licences, parce qu'en Belgique, on peut enseigner à des licence en doctorat, par exemple. Et alors, on va prendre des gens qui ont des niveaux licence ou maîtrise, et on va acheter une série de MOOC et faire des curriculums complets sur base de MOOC. Donc les Chinois ont acheté chez Coursera tous des MOOC à des universités, y compris, ils sont en train de racheter le MOOC forensique. L'UNI leur a fait gratuitement, je dis mais c'est terrible. Et donc ils traduisent tout en chinois, et donc on a des cursus dans une université où les étudiants s'inscrivent, suivent des MOOC comme des bouquins, et le prof qui s'engage est vraiment dans un positionnement de tuteur. Donc les étudiants regardent même parfois des vidéos en amphi avec le tuteur, qui peut faire pause, qui explique. Et ils sont en train de faire un cursus de formation universitaire avec un panel régional de profs, peut-être pas aussi élevé qu'ils pouvaient. Donc ça reste quand même des trends intéressants. Alors, il y avait 2 tendances qui se démarquaient fort en 2018. La tendance 1, c'est les online degrees, parce qu'en fait, les MOOC coûtent cher, donc on a voulu démarcher derrière un modèle économique. Donc dans beaucoup de MOOC maintenant, on vous proposera de payer. Là où je travaillais avant, on avait une politique, c'était la validation qui était payante. Nos contenus étaient tout le temps gratuits en ligne, on n'a jamais voulu déroger à ça. Par contre, les gens qui voulaient une attestation de suivi ou une accréditation GTS du MOOC pour qu'ils seraient valides dans l'université, eux, ils payent cette accréditation, l'acte administratif. Mais ils pouvaient très bien suivre. S'ils voulaient suivre le MOOC et avoir une attestation de suivi simple, c'était gratuit. S'ils veulent une attestation de suivi vérifiée, c'était 80 €. Et s'ils veulent une accréditation, c'était 600 €. Qui est le prix administratif de l'accréditation chez nous. Alors l'accréditation qu'ils reçoivent, elle est valable dans Bologne. Si c'est un master plus tard, les crédits donnés sont capitalisables. C'est une tendance. Voilà, des questions pour les MOOC?
Alors pourquoi on parle d'e-book? Parce que oui, le support de transmission du contenu principal d'e-book, c'est la vidéo. Comme disait Hervé, on en trouve à manger, à boire, à vomir parfois aussi. Mais voilà, c'est de la dysenterie pédagogique. Ça s'attrape aussi.